aussi. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à la radio et sur les réseaux sociaux tous les lundis à 21h. Nos experts du lundi sont déjà en place. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir les amis, bonsoir Steve. Communicant et fondateur de Routspa qui se balade dans les rues de Paris. Je salue également Mickaël Tapiro. Salut Mickaël. Salut Steve, ça va? Ça va Mickaël, fondateur et directeur général de la Sports Management School à Paris. Bonsoir également à Benjamin Krief, avocat. Bonsoir Benjamin. Salut Steve, salut tout le monde. Et puis le dernier mousquetaire du ballon rond, le youtubeur Alexandre Darmon. Salut Alexandre. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Classico épisode 8, mais qui a ce soir des sacrés souvenirs d'un certain numéro 10. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona. Lionel Argentin Diego Maradona est donc mort mercredi dernier d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui à des millions de fans dans le monde des souvenirs d'un talent exceptionnel, d'un artiste rare dont la vie aura connu des sommets très hauts et des chutes vertigineuses. Avant de vous céder la parole, messieurs, j'accueille notre premier invité du soir. Bonsoir Florent Torchu. Salut, bonsoir à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes le correspondant de l'équipe de France Football à Barcelone et c'est à vous que Diego Maradona a accordé sa dernière interview. C'est paru il y a à peine un mois dans les colonnes de France Football. Florent Torchu, qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant mercredi la disparition de Maradona ? Ça a été un choc à double titre pour moi puisque j'ai l'impression d'avoir vécu 2 mois de mon année avec Maradona. Je me suis retrouvé confiné de nouveau en Espagne, entre guillemets, j'allais dire à cause, mais plutôt grâce à Maradona, puisque en fait, ça faisait depuis le mois d'août que j'essayais de le coincer. Enfin, depuis le mois d'août, on peut même dire. Vous avez du mal à le convaincre ? Ouais, ça a été. En fait, ça faisait 11 ans que je courais après lui, parce que j'ai été correspondant avant en Argentine de 2009 à 2016. Et puis, France Football m'a demandé de revenir à la charge l'été dernier en ayant un argument de plus dans ma besace, c'est-à-dire l'apparition d'un numéro spécial pour ses 60 ans. Et voilà, donc ça a été quand même très compliqué. J'ai parlé avec beaucoup d'interlocuteurs différents. Il faut savoir que la galaxie Maradona a toujours été assez trouble et assez nombreuse. C'était assez compliqué de savoir à quel saint se vouer. C'est normal en même temps pour un dieu du football. Et donc, finalement, après des dizaines de messages échangés, des coups de fil, des WhatsApp, le 12 octobre, le grand jour est arrivé pour moi. Petit clin d'œil, il faut savoir que c'est le jour de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais aussi c'est un jour très important en Amérique du Sud. Et Diego, qui était très lié à ses compatriotes et au continent, et voilà, qui était un ambassadeur finalement du continent. Et finalement, après toutes ces tractations, j'ai finalement eu Diego au bout du fil. C'était incroyable, vraiment. Même si c'était par écran interposé, le voir apparaître comme ça, voir Diego, quoi, c'est une icône, quoi. Donc, on va revenir, Florent, à cette interview. Messieurs, de manière générale, qu'est-ce que représentait pour vous en tant que fan de foot Maradona? Était-ce le plus grand, un génie gâché par les dérives en tout genre, ou, comme l'a dit Christian Gourcuff, un mauvais exemple pour la jeunesse indépendamment? Non, je ne suis pas d'accord. C'est trop facile de dire un mauvais exemple. En fait, moi, j'ai toujours défendu Maradona, qui a toujours été pas mon footballeur préféré, ni mon sportif préféré, mais un de mes héros préférés. En fait, il faut admettre que Maradona n'est pas parfait alors que c'est un génie. C'est le paradoxe absolu du génie du football, d'un génie créatif qui était capable de tout, du meilleur et du pire. Parce que la main de Dieu, bien entendu, c'est cette pire, et à la fois la façon dont il l'a transformé. Il y en a d'autres qui ont marqué des buts avec des mains, notamment Thierry Henry, qui ont eu un plus funeste avenir. Et je trouve que lui avait ce génie de transformer même le pire en meilleur. Premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas que c'est la seule grande star du football populaire, au sens populaire du terme. C'est-à-dire que tout Platini, tout Pelé qu'ils étaient, d'ailleurs Pelé n'était pas aussi populaire que Garrincha, par exemple, au Brésil. Il a toujours gardé cette fibre populaire, proche des gens, proche du peuple, même à Naples, où à Naples, il est considéré comme un fils de Naples. Pourquoi ? Parce qu'à Naples, c'était l'homme du peuple. Il était proche des gens. Et donc, on peut tout dire sur Maradona, drogué, mafieux, tout ce qu'on veut.
une émotion pareille sur un terrain, moi, je n'ai jamais vécu de ma vie. Et surtout, il avait cette dimension. On s'attendait à une fin pareille. Ça fait partie du mythe du héros. Alexandre, je t'ai vu dandiner un petit peu. Non, mais en fait, c'est pas. En fait, je sais pas pour être désagréable avec Franck et Mickaël, mais c'est pas ma génération, Maradona. Tu es désagréable. Si, tu es désagréable. Non, mais je l'ai pas vu jouer sur un terrain. Maintenant, ce qui est certain, c'est que Maradona, c'était une gueule. Quoi qu'il arrive, peu importe l'âge qu'on a, il avait une tronche que tu retiens, il avait ce geste des mains quand il marquait un but, il y avait cette ferveur du football. Mais je comprends, moi, à l'inverse de toi, Franck, le discours de Gourcuff, qui dit c'était peut-être pas un exemple. J'ai bien dit peut-être pas, mais encore une fois, c'est pas notre génération avec Benjamin, je te prends un parti, c'est pas notre génération. Nous, ce qu'on connaît de Maradona, ce qu'on a vu de Maradona, c'est plus un entraîneur qui est pas un très grand entraîneur, et c'est plus ses problèmes avec la drogue et tout. Maintenant, quand j'en parle avec mon père ou j'en parle avec mes oncles, Maradona, pour eux, c'est une idole. C'est une idole, vraiment. C'est le vrai joueur de foot qui pue le football et qui rassemblait les gens dans la télévision et qui était une vraie star. Mais moi, ce que je retiens, c'est une gueule. Vraiment une gueule. Et t'avais envie de l'aimer, quoi, en fait, je pense. Coupe du Monde 94, Alex, on l'a vu. Coupe du Monde 94 aussi, avec un petit peu. Et on l'a vu aussi avec une effusion. Il marque un but, je sais plus contre qui, mais il y avait quelque chose. Et c'est sûr que pour nous, d'une autre génération, ça reste un nom, ça reste une icône du football. Et voilà, ça, avec les Pelé, les Platini, c'était Maradona, même si on le connaît moins. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir notamment le documentaire sur Canal+. C'est super instructif sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Effectivement. Vous avez été surpris par l'émotion suscitée par sa disparition. Ensuite, je céderai la parole à Florent. Ouais, mais on en a parlé, oui. Surpris, non. Après, bon, voilà, si on peut mettre un petit bémol, je trouvais que sur tous les terrains de Ligue 1, de voir les joueurs dessiner un M dans le rond central, bon, j'avoue, j'ai trouvé ça un petit peu too much. Je sais pas quel est le Non, bon mais terme, en fait, c'était le M de Macron parce qu'il y avait eu des manifestations, donc quelque part, ça a été récupéré. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'exaspère, mais Franck en parlera mieux que moi. Mais... Oui, alors moi c'est ma génération. Je vais essayer d'avoir un avis assez rapide d'un point de vue sportif et d'un point de vue de ce qu'il représente. On est au-delà du sport, on est au-delà du football évidemment, on est même au-delà de sa personnalification. C'est-à-dire que quand il est arrivé, dans le football, il avait déjà une caméra qui le suivait quand il avait 8 ans. D'accord ? Un film en noir et blanc, il est dans un bidonville et déjà, il est un espoir. Et ce qui est important, c'est de voir combien ce joueur a cristallisé l'espoir en Argentine. En 82, l'Argentine se fait sortir par l'Italie où il se fait agresser pendant tout le match. Il part sur un carton rouge. En 86, il ramène la Coupe du Monde alors que, n'oublions pas, l'Argentine a perdu la guerre des Malouines. L'Argentine, à l'époque, c'est un pays qui était déshonoré et quelque part, il a redonné son honneur à l'Argentine. Alors justement, j'en profite, Mickaël, pour céder la parole sur ce point à Florent. Diego Maradona revient dans l'interview qu'il vous a accordée sur certains moments clés de sa carrière, notamment sous les couleurs de l'Albiceleste. Il vous dit « Je rêve de pouvoir marquer un autre but aux Anglais, mais cette fois avec la main droite. » Est-ce que ce fameux but, le deuxième en 86 contre les Anglais, c'est celui-là qui l'a fait entrer à jamais dans le cœur des Argentins? Oui, j'imagine que vous connaissez tous le célèbre commentaire de Victor Hugo Morales qui accompagne et qui on va l'écouter dans quelques minutes. Est indissociable de ce but. Et d'ailleurs, Victor Hugo Morales, que j'ai eu aussi dans le numéro, explique que ça a boosté sa carrière et qu'aujourd'hui, tout le monde lui en parle, même encore. Et effectivement, ce but, ce slalom, ce moment magique où on a l'impression qu'il flotte, qu'il glisse sur le terrain, tous les Argentins se souviennent, qui étaient nés, qui avaient suffisamment de conscience, se souviennent où ils étaient au moment de ce but. Comme je ne sais pas, on se souvient d'où on était au moment où les tours jumelles se sont effondrées, ou au moment où on était quand Zidane a soulevé la Coupe du Monde. Pour eux, c'est la même chose, quoi. C'est un instant magique. Effectivement, il y a comme disait Mickaël, ce moment très important de vengeance, de revanche contre les Anglais. Et effectivement, avec toutes les crises, les dictatures qu'il y a pu avoir, eh bien, il a redonné leur fierté aux Argentins. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire contre le médecin personnel de Maradona. Ce dernier se défend en évoquant un patient ingérable. Florent, qu'était devenu l'homme Maradona ces derniers mois? Déjà, ça illustre pas mal le côté très argentin de tout transformer en mélodrame, en tragédie. Et c'est vrai que le médecin est accusé de négligence puisqu'en fait, il a laissé sortir
Maradona de l'hôpital, alors que voilà, il y avait peut-être encore des raisons de le garder avec lui. Mais a priori, voilà, c'était un hématome au cerveau, il est mort d'une crise cardiaque. Donc, mais ça explique bien effectivement l'ampleur. C'est une affaire d'État en fait, la mort de Maradona, et ça pouvait se terminer que sur une tragédie de toute façon. Ouais. Et ce n'est qu'un début. Parce que en fait, Maradona, sa vie souvent ne lui appartenait plus. Il était le fervent supporter et défenseur de cette vie-là, mais elle ne lui appartient plus. Il est probable, et je rejoins Florent, qu'on se retrouve maintenant avec un mélodrame qui va durer plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas. Hein. La tête de Zidane, on en a parlé jusqu'à encore aujourd'hui. Je pense que là, ça va traîner. Ça va être de la télé-réalité, mais ça a toujours été de la telenovelas avec lui en dehors du stade. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quelque part, dans cette fascination et répulsion, il est sorti du cadre sportif. C'est une légende. Hein. Je crois que entre imprimer l'histoire et imprimer la légende, ça c'est dans un film Il faut tuer Liberty Valance, on préfère imprimer la légende, ben là, la légende continue. Et puis, si vous me permettez, ça fait penser, il y a un parallèle avec Michael Jackson, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait complètement ce que j'allais dire. Des affaires suite à ça, et le médecin avait été aussi sous la loupe. Donc voilà, il chante moins bien, mais c'est vrai que… Je voulais juste rajouter, pour reprendre la suite de Michael, c'est que c'est un des seuls sportifs au monde qui a une vie plus intense après son sport qu'avant. Et en général, c'est vrai que beaucoup de carrières s'arrêtent avec la fin de la carrière professionnelle dans le sport en question. Là, on a l'impression qu'il y a une deuxième vie de Maradona, alors qui n'est peut-être pas la meilleure, c'est vrai, parce qu'il a été pris dans énormément de scandales, et pas le truc personnel d'ailleurs, plus que professionnel, plus que footballistique. Ça montre à quel point sa dimension était énorme. Il y en a très peu. Il y avait George Best un peu à l'époque, dans les années 60, qui avait une vie incroyable en dehors, avec une vie absolument incroyable, puis un esprit, un humour. Des Beatles, en France, pareil. En France, on a Cantona. Vous savez que Cantona, on a beau le radier, etc. Mais quand tu parlais de footballeur populaire tout à l'heure, Franck, tu parlais de footballeur populaire, il est populaire, Cantona. Il est extrêmement populaire. Et sa vie en dehors, il a… bon, là, moi, je l'ai amené à la pub. Après, il a fait du théâtre, du cinéma. Il a fait plein de trucs. Après, il a raconté des choses bien, des choses moins bien, très contestables. Mais au moins, il a une vie. Il vit en dehors. Ce que j'aime bien avec ces gens-là, c'est que la vibration, l'énergie de vie, elle traverse le football et elle se propage. Ça veut bien dire qu'ils auraient pu faire n'importe quoi. Ils étaient marqués par le destin. Alexandre ? Non, moi, juste ce que je retiens aussi du départ et du décès de Maradona, c'est quand même ces images qu'on voit, ce cercueil qui a accompagné partout les gens qui vont, comme si c'était un ancien président de la République. Nous, on avait connu ça un peu avec Johnny Hallyday. Rappelez-vous, quand Johnny Hallyday, icône nationale et normale, si Johnny Hallyday était parti, bon, bah voilà, on l'avait accompagné, il y avait eu du monde à son enterrement et tout. Là, les images sont impressionnantes sur l'autoroute. Il le crie comme s'il était encore vivant. Il l'appelle comme s'il était encore vivant. Je me rappelle qu'on a décrété 3 jours de deuil national. Hein, il faut imaginer c'est quand même quelque chose. Mais je pense qu'il a marqué les Argentins plus que nous, c'est certain. Et je pense que c'est un héros national, c'est un dieu national. Ça, c'est certain, comme Pelé, Léo Brésil et peut-être Zidane, plus loin possible. Je pense qu'il a dépassé le cadre national. Il est devenu un mythe international. Regardez ce qui s'est passé à Naples, où quelque part, il est comme un enfant de Naples. Il y a aussi un deuil, il y a aussi des fumigènes pendant 2 jours. Regardez ce qui s'est passé même à Barcelone. Au Barcelone, il a joué que 2 saisons, dont une saison, il était plâtré. Et ça remonte à très longtemps, en 81, 82. Merci, Goycochea. Barcelone est marquée par la présence de Maradona. Alors, c'est clair qu'elle n'a pas forcément le souvenir de Maradona quand il jouait à Barcelone, parce que je dirais que son passage n'a pas été aussi marquant que celui de Naples. Mais ils savent qu'à Barcelone est passé ce joueur génial pour certains, un peu fantasque pour d'autres. Et quelque part, ce qui est incroyable, c'est que ça a marqué le monde entier. Florent, mais nous, ça a failli se passer. Ça a failli se passer en France. Excuse-moi une seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais à l'époque de Bernard Tapie et de Marseille, l'OM et Bernard Tapie étaient pour parler, mais très, très avancé. Moi, j'avais vu, Bernard me les avait montré, des projets de parfums, des projets de fringues, etc. Il avait annoncé son arrivée à sa une. Bien entendu, et Bernard voulait rêver d'avoir Maradona parce qu'il a dit, on arrive au sommet de l'Europe, maintenant il faut qu'on soit au sommet du monde, et pour avoir le sommet du monde, il faut avoir une icône qui nous ressemble. Et lui, déjà à l'époque, Bernard avait vu le talent et surtout cette énergie populaire qu'il avait de cristalliser là où il allait les gens comme s'il était issu de leur pays. C'est extraordinaire, c'est que Maradona, alors il est argentin, donc il est un peu italien, hein, voilà pourquoi ça a dû marcher à Naples,
mais il aurait très bien pu être espagnol ou français. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce côté universel de Maradona. C'est ça que moi, j'adore les gens qui aujourd'hui critiquent, disent oui, exemple pas à suivre, etc. C'est pas vrai. Il est unique. Donc, comme quelqu'un d'unique, comme Michael Jordan, quand on le voit dans The Last Dance sur Netflix, c'était un mec épouvantablement génial. C'est-à-dire que c'était un monstre et un monstre qu'on aurait tous rêvé rencontrer quand on aime gagner, quand on aime le sport de haut niveau. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut des héros tout lisses qui passent et qui traversent la vie et personne ne s'en souvient. Ou alors, on a des héros comme Maradona. Il y aura des statues de Maradona et dans un demi-siècle, on parlera encore de lui. Florent, un dernier mot sur Barcelone que vous connaissez bien pour couvrir l'actualité du club pour France Football et l'équipe. Griezmann et Messi ont marqué 2 très jolis buts ce week-end et le meneur argentin a rendu hommage à Maradona. Il était son successeur désigné. Oui, alors évidemment, on parlait de Hérolis. Je crois que voilà, avec Messi. C'est-à-dire que quand ils mettent le maillot en un mot sur le terrain, on peut voir des similitudes. Mais en dehors, voilà, la vie de Messi, il suffit de regarder son Instagram. Il est avec son chien, avec sa famille. Voilà, c'est pas du tout le même genre. C'est peut-être une mule. Le chien, c'est peut-être une mule. Attention. et voilà, et l'hommage par contre de Léo hier était magnifique avec ce maillot. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, mais c'est un collectionneur qui lui a donné ce maillot en 2018. Et c'est un maillot qui a été porté par Diego Maradona à Newell's Old Boys. Donc, c'est le seul maillot au monde qui a été porté à la fois par Maradona et Messi. Donc, ça donne une dimension encore plus extraordinaire. Et en fait, Messi donc, avait reçu ce maillot il y a 2 ans. Le collectionneur avait réussi à lui glisser pendant la Coupe du Monde entre un entraînement et un match. Et il l'avait dans sa collection. Il a un petit musée chez lui que j'ai eu l'occasion de voir puisqu'on lui a remis le Ballon d'Or en décembre dernier. Et il a sorti ce maillot pour le porter. C'est la seule fois qu'il l'aura porté. Et voilà, je trouve que c'est magique, quoi. Ça montre la filiation effectivement entre les deux. Merci beaucoup, Florent Torchu, d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve dans l'équipe. Merci. Voilà, très bientôt. Merci à vous. Merci Florent. Merci. Ciao. Florent. Oui, Maradona, Valdano, Maradona, il était là, non, petit point, de la main, non, de la main, de la main, ah là là, il a mis la main, il l'a mis de la main, oh, il n'a pas vu Monsieur Benacer. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet lors du premier but marqué par Maradona contre l'Angleterre en 86. Messieurs, on va parler maintenant de la Ligue 1. La Ligue 1 qui a rendu hommage ce week-end à Maradona. Benjamin, tu en as dit un mot il y a quelques secondes. À l'instar de tous les grands championnats, les joueurs ont formé un grand M sur la pelouse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était bien vu, un peu trop, un coup de com' un peu déplacé? Too much, Benjamin? Too much, mais j'enchaîne et Franck, qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, va me répondre. Mais moi, je suis toujours un peu gêné quand j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est on veut uniquement afficher de la communication sur les réseaux sociaux. Tous les joueurs de foot que je suis ont mis une photo de Maradona en disant « Rest in peace, légende » et tout. Bon, voilà, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec toutes ces réactions obligées. Donc, qu'on rende hommage à Maradona, c'est complètement normal. Qu'on forme un M dans le rond central des terrains de football, là, je trouve que c'est un peu too much. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Écoute, moi, c'est vrai que je trouve ça un peu curieux, j'appelle ça, mais ça, c'est typiquement français. C'est un sport qui s'appelle voler au secours de la victoire. C'est-à-dire, à un moment, on veut marquer le coup parce qu'on aime bien se rassembler, se réunir et faire une espèce de concorde autour de moments un peu comme ça populaires. C'est très politique d'ailleurs. Les politiques font ça très souvent. C'est de trouver des, voilà, comme le général de Gaulle, le jour où on en a parlé d'ailleurs sur Radio J, n'est-ce pas, Steve? Le jour où l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, tout d'un coup, tout le monde était gaulliste, même les Le Pen, ce qui est extraordinaire. Donc, voler au secours de la victoire, ça montre ce besoin finalement, plus que de l'inquiétude, ça montre le besoin de retrouver encore une fois des messages positifs, collectifs, de réunification, citoyens, émotionnels, parce qu'on a besoin de choses positives. Donc, quelque part, dans la mort d'une star comme ça, on va chercher voilà, une émotion collective pour dire il n'y a pas de public. Donc, comme il n'y a pas de public, on essaie de faire un coup et un truc qui montre qu'on n'était pas obligé de dessiner un M avec leur corps. Quoi. Ouais, et puis, je suis d'accord. Il y a de ça. Et puis même, franchement, André Villas-Boas qui dit qu'il faut enlever les numéros 10 des maillots des équipes et tout.
pour rendre hommage. Je suis un peu d'accord avec Benjamin pour le coup. Bon, ça y est, stop les gars. C'est triste, c'est horrible pour ses proches, pour le monde du football. Mais si vous voulez vraiment lui rendre hommage, marquer des buts, gagner. Bah, tiens, l'OM, gagner un match en Ligue des Champions, ça serait bien, ça lui rendra hommage, vraiment. C'est ça, Alex. Juste après, on va d'abord parler du Paris Saint-Germain. Le week-end a été marqué par la prestation en demi-temps du PSG tenu en échec sur sa pelouse 2-2 contre Bordeaux. Ça vous fait plaisir, ça. Hein, ça vous fait plaisir. A déclaré ça vous fait plaisir, ça. Après la rencontre. Et pour en parler, on rejoint un auditeur en ligne. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Merci d'être avec nous ce soir. Tu nous appelles du Val-de-Marne. Et comment tu as trouvé ce match? Est-ce que tu considères que Thomas Tuchel a eu raison de taper du poing sur la table publiquement contre ses joueurs? Honnêtement, il attendait quoi de ses joueurs? Ils sont rincés, ils sont fatigués, ils sont carbonisés. Il y avait rien à attendre de ce match-là. Quand on a vu le match précédent à Monaco, c'était pareil. Les joueurs aujourd'hui, ils ont la capacité de jouer une mi-temps, pas plus. En tout cas, dans le système actuel. Tuchel, il est bien gentil, mais c'est aussi à lui, je pense, de trouver aujourd'hui une organisation tactique qui prend en compte la fatigue de ses joueurs à un certain moment. Il ne peut pas leur demander l'intensité qu'il leur demandait lors de l'exercice précédent. Aujourd'hui, Paris, messieurs, et Benjamin aussi, vous ne considérez pas qu'avec l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, il a de quoi te faire tourner régulièrement Bien sûr, mais on l'a déjà dit, moi je le répète semaine après semaine, on ne veut pas avouer, ni dans cette émission ni ailleurs, que le Paris Saint-Germain cette année est beaucoup moins fort et s'est affaibli en joueurs, en nombre de joueurs et en qualité par rapport à l'année dernière. Voilà. Je reviens toujours à ça, mais regarde la défense qu'on aligne contre là, le match du week-end. Tu as Pembele qui est un petit jeune. Et voilà, c'est très important. On a perdu Thiago Silva, on a perdu Cavani, on a perdu Meunier. Ça, il faut quand même le dire. On a pris Florenzi, en échange, tu as pris Florenzi, tu as pris Moïskine, tu as pris Danilo Pereira, tu as pris Rafinha. Non, il y a un moment, tu ne peux pas dire que c'est que de la faute du physique. Alex, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Florenzi est meilleur que Meunier? C'est pas sûr. Oui, bien sûr. Ah oui. D'accord. Mais bien sûr que si. Qui a remplacé Thiago Silva, qui est capitaine et titulaire à Chelsea? Qui? Ça fait des années qu'on nous répète, et on est tous d'accord, ça fait des années qu'on nous répète, il faut installer Marquinhos, capitaine du PSG, avec Kimpembe à ses côtés. Puis tu as quand même Abdou Diallo qui a été recruté dans le sens de prendre aussi, il a 22, 23 ans, de prendre une place. Non, il y a un problème, il y a un vrai problème. Alors oui, ils sont fatigués, vous avez raison, mais avec la qualité du PSG, l'effectif du PSG, tu ne peux pas te permettre de faire un match comme tu as fait mardi dernier en Ligue des Champions, d'abord contre Leipzig. C'est un scandale. Alex, on gagne. Tu as gagné contre c'est le principal. On gagne après une défaite à Monaco et on voit dans les circonstances. Il faut voir aussi les circonstances dans lesquelles on gagne. On gagne sur un penalty plus que généreux. Oui. Ça d'accord. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi. Effectivement, on a perdu beaucoup de joueurs. D'accord, on est le Paris Saint-Germain. D'accord, vu son statut, ils n'ont pas le droit de faire un match comme celui-ci. Mais ils sont cramés, ils sont carbonisés les joueurs. Il ne faut pas leur demander plus. À un moment donné, c'est normal. Après, quand on regarde les autres championnats, on regarde le Real Madrid, ils sont dans le même cas de figure. Ils ont perdu contre Alaves. Ils ont perdu contre Alaves. Voilà, ils ont perdu contre Alaves en Espagne. Le Bayern, on est en finale devant eux au mois d'août. Ils ne sont pas dans cet état-là. Vous parliez des transferts. Paris affrontera mercredi Manchester United à Old Trafford. Manchester United qui a difficilement battu Southampton hier. Le club entraîné par Solskjaer a été sauvé par Edinson Cavani, auteur de 2 buts et d'une passe décisive, alors qu'il était remplaçant au début du match. On la voit venir. Va-t-il punir son ancien club mercredi? Mais c'est sûr. Évidemment qu'il va marquer. Mais c'est sûr. C'est sûr. Évidemment qu'il va marquer. C'est certain. Il faut suivre la logique. Coman contre Paris lors de la finale. On a eu Nkunku avec Leipzig. Adli, pas plus tard que le match dernier. Et là, c'est sûr qu'il va marquer. Et là, Cavani, mais c'est certain. Mais moi, je sens le doublé. Et puis avec la célébration de l'archer. Non, il va pas le faire. Il va pas le faire. Mais il va faire comme ça, comme Adli. Ouais, bien sûr. Adli s'est retenu samedi. Vous savez, encore une fois, on se rappelle le Cavani au démarrage. Vous savez, Cavani à l'époque d'Ibra qui avait un problème de positionnement, qui tourne en rond, qui vraiment tout le monde le sifflait sur le terrain. Et puis après, au départ d'Ibra, tout d'un coup, la révélation. Et c'est vrai que moi, j'ai assisté à la décadence et à la grandeur, ce qui est l'inverse de Cavani.
Et oublions même l'immense attaquant qu'il est. Moi, c'est son attitude sur le terrain que j'adorais. Et je trouve que quand on a perdu Cavani, c'est pas seulement un grand attaquant qu'on a perdu au PSG, c'est une attitude. Une attitude qui donnait l'envie. Le mec, il défendait, il attaquait non-stop, il encourageait. C'était le seul. Il était beaucoup plus dans l'encouragement que, vous savez, j'ai toujours eu un problème, moi, contrairement à tout le monde, hein, avec Thiago Silva, qui était là sauf pendant les grands matchs. C'est-à-dire qu'il était là tout le temps, c'était un monstre, un des meilleurs défenseurs qu'on ait jamais vu au monde. Et dans les grands matchs, non seulement il ne savait rien, il faisait reculer l'équipe. Rappelez-vous, parce que. On l'a beaucoup critiqué. Toute l'équipe dans ces cas-là. Toute l'équipe. À Barcelone, il jouait derrière le gardien. Enfin, écoutez, mais si, c'est vrai. C'est exactement ce que disait l'entraîneur à l'époque. Mais c'est un match. Mais non, tu te rappelles contre Chelsea en 8e retour. C'est lui qui met le deuxième but. Magnifique. Un grand joueur capitaine, c'est celui qui a le rôle de faire passer l'équipe overside. Et il ne l'a jamais fait. Je suis désolé. Dans ces cas-là, t'adores Zlatan, c'est pareil. Zlatan, pareil. Dans ces cas-là, tu adores Zlatan. Il était pas capitaine, Zlatan, non? Il était capitaine ou pas Zlatan, non? Il n'était pas capitaine. Il était deuxième. C'était lui qui avait le. D'accord. Je suis désolé. Je parle de capitaine. Il ne faisait pas reculer l'équipe, Thiago Silva. Je ne suis pas d'accord avec lui. Un mot, on va parler d'un autre joueur parisien qui s'est illustré samedi, Latem Ben Arfa. Comment vous l'avez trouvé? On l'a dit très régulièrement, cramé pour le football. Et hier, et depuis quelques matchs, il sort des matchs, des prestations assez satisfaisantes, non? Quel gâchis. On l'a pas beaucoup vu, hein. On l'a pas beaucoup vu contre Paris. Ça y est, il a joué. Il est blasé. Il a joué, on l'a pas beaucoup vu contre Paris, je suis désolé. C'est lui qui fait 2 passes décisives. Hein. Enfin, 2 dernières passes. Non, il est bon. Mais Ben Arfa, ça y est. Franchement, Ben Arfa, ça y est, on est blasé. C'est bon. Un match, c'est bien. Un match, c'est pas bien. Une saison, c'est bien. Une saison, c'est pas bien. Je suis désolé, c'est pas un joueur de haut niveau qui a été capable. Voilà, un gâchis. Moi, je m'arrête pas sur un joueur. Un éternel espoir. Un éternel espoir. Exactement. Il fait un super match, il fait un super dribble, il perd le ballon. Enfin, aucune constance. C'est pas un grand joueur. Je suis désolé, c'est pas un grand joueur. À l'âge de 12 ans, il disait que c'était quand même le Pelé français. N'oubliez jamais. Mais il lui manquait la mentalité. C'est la mentale qui lui manquait. À chaque fois qu'il y avait un joueur, de toute façon, en France, c'était soit le nouveau Platini, soit le nouveau Zidane. Soit le nouveau Cantona, à chaque fois, c'est toujours les nouveaux, et à la fin, ça les flingue. Mais ça les défonce. C'est ça. Il a quand même un beau style, les amis. Quand il joue, il sait jouer au football, il sait garder le ballon. Ouais, mais ça y est. Mais plus que la réussite de Ben Arfa, moi, je trouve que c'est la réussite de Gasset. Parce que Gasset joue autour de lui. Il ne peut pas faire grand-chose, Gasset, avec les joueurs qu'il a à Bordeaux. Et il fait une équipe autour de lui, ce qui fait que ça met Ben Arfa en avant. Donc voilà, après Ben Arfa, il fait un bon match contre le PSG. Alex, mais je vais dans ton sens. Apparemment, Jean-Louis Gasset a demandé à ses joueurs de travailler pour lui, sachant que Ben Arfa ne fait pas beaucoup d'efforts défensifs. Mais c'est lui qui va certainement permettre à Bordeaux de gagner un certain nombre de matchs dans la saison. Ouais, il a dit, justement, Gasset, il a dit, c'est très difficile de faire comprendre à son équipe que eux doivent faire les efforts et pas Ben Arfa. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas un grand club, Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe avec Paris, à Paris avec Neymar ou Mbappé? Ouais, sauf qu'ils ont contaminé Keane et ils sont là, ils sont trop à plus le faire. Donc, il n'y a plus personne qui défend. Il y a plus personne qui défend. Je répète ce que je dis. Quand derrière tu as un taulier comme Thiago Silva qui, quand même, malgré tout ce qu'on dit, est un capitaine. Il faut faire le deuil de Thiago Silva, ça suffit. Et quand il gueulait sur les autres, ça permettait d'avoir de l'influence. Quand c'est Kimpembe qui le fait, ça en a beaucoup moins de l'influence, ça c'est sûr. On va remercier Benjamin, notre auditeur, d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt dans Classico. Merci à vous. Merci et longue vie à Classico. Merci, on va se retrouver dans quelques secondes. Merci beaucoup. Pour la deuxième partie de Classico. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Classico. Je salue notre deuxième invité du soir, Kevin Morand, journaliste à RMC Sport. Bonsoir Kevin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous Bonsoir. Ce soir. Messieurs, on va parler tout de suite de l'odyssée d'un président. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Le commentateur Morales de nous parler tout à l'heure, Florent Torchia, deuxième but de Maradona en 86 qui lui a valu aussi une grande notoriété. On va parler maintenant d'un autre coach, plutôt après avoir parlé tout à l'heure de Thomas Tuchel. Laurent Blanc a accordé une interview hier à Téléfoot. Je reviendrai sûrement, a-t-il dit, mais ça ne sera sûrement pas vers les adultes, plutôt vers les enfants.
Je pense qu'il y a de quoi faire dans le sport amateur, a déclaré l'ancien sélectionneur des Bleus. Mais rétropédalage, ce matin dans le journal L'Équipe, je n'ai pas fait de croix sur le terrain, je n'arrête rien du tout, que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais pas de croix définitive sur rien. Messieurs, y a-t-il un club pour sauver Laurent Blanc? Déjà, il a besoin de Franck pour sa com, parce que franchement, c'est assez particulier quand même. Hein. Franck, vas-y. Hein. Écoute, c'est vrai que mais encore une fois, c'est très compliqué. Parce qu'il n'a pas de club quand même depuis pas mal de temps. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui a une aura, on sait qu'il est proche de pas mal de grands clubs. Il est regardé de façon très sérieuse. Pardon ? Il a trop d'exigences. Je pense que, mais c'est normal qu'il soit exigeant. Mais enfin, quand on est Laurent Blanc, je suis désolé, mais on est champion du monde. Il a une carrière de dingue. Il a été coach du PSG, mais évidemment, il faut qu'il soit exigeant. Pourquoi ? Mais être exigeant, c'est aussi dire ce qu'il a dit. C'est dire le football amateur ou les enfants, c'est aussi un challenge extraordinaire. Je trouve qu'il a raison. Et tu connais mon point de vue sur le foot amateur, cette détresse absolue du foot amateur en France qui est en train de disparaître. Des milliers de clubs ont disparu en quelques années. Et je trouve que d'avoir justement des grands noms comme lui, des grands pros, qui viennent redonner du courage, d'abord aux éducateurs et aux bénévoles, qui viennent redonner de la fierté au foot amateur, je trouve ça fabuleux. Et sincèrement, je trouve que c'est plus grand, quand on s'appelle Laurent Blanc, de dire je vais m'occuper du foot, pas d'en bas, mais du foot populaire, pour essayer de lui redonner sa grandeur, que de prendre encore une fois un autre club. Donc voilà, il dit qu'il n'excède rien, et je trouve ça très louable. Il aurait dû faire une autre carrière d'entraîneur. Il a été trop exigeant à un moment donné, à la fin de son épopée au PSG. Voilà, et malheureusement, il a laissé passer plusieurs trains. Il a dû être trop exigeant financièrement dans le staff, dans l'équipe qu'il voulait constituer. Et maintenant, il a dû faire peur à plusieurs présidents. Ah, mais c'est injuste s'il est arrivé au PSG. Alexandre et Kevin Morin. C'est compliqué, quoi. Moi, la question, c'est est-ce qu'il y a un club pour sauver Laurent Blanc ? Ma question à moi, c'est est-ce qu'il a envie d'être sauvé, Laurent Blanc ? Enfin, franchement, ça fait des années, on voit, il y a des propositions qui arrivent de droite, de gauche. Oui, hein. Il refuse tout. En fait, ce qui est arrivé au PSG, c'est un peu injuste. Je te coupe, Alexandre. Il avait notamment proposé ses services à Lyon. Ça ne s'est pas fait au LAS. C'est récent, ça. C'était à l'époque de Garcia. Des clubs de top niveau. Hein. Kevin Morin, comment tu vois l'évolution de la carrière de Laurent Blanc et cette difficulté à trouver un club après le PSG ? Moi, je pense qu'il n'est pas du tout perdu pour être entraîneur dans un club de haut niveau. Et je pense aussi que le fait d'avoir été dépassé par Rudy Garcia lorsqu'il y a eu la succession du Brésilien qui a pris les rênes de l'équipe l'année dernière, il a été dépassé par Rudy Garcia et ça a été un coup, je pense, pour lui à encaisser. Il s'y attendait peut-être pas. Et surtout, ça a encore remis sur le tapis des choses qu'on lui reproche régulièrement. Et voilà, il a cette image-là aussi qu'il doit gérer et qui peut lui porter préjudice lorsque des grands clubs cherchent un nouveau manager et pensent à ce type de profil. Quoi, Kevin ? On a dit beaucoup, certainement à tort, que ce n'était pas forcément un très grand bosseur. On l'a dépeint comme un joueur invétéré de golf. Bon, tout ça, ça a peut-être nuit aussi à son image ? Oui, et puis aussi le fait qu'on disait beaucoup que c'était Jean-Louis Gasset en fait qui faisait l'essentiel du travail. Et aujourd'hui, Jean-Louis Gasset, il a sa carrière à lui de son côté. Et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui bloque. Mais si on s'arrête juste 2 secondes sur les propos, Steve, de ce que dit Laurent Blanc, Franck l'a dit, c'est quand même super important et hyper intéressant qu'un champion comme lui dise ça. Il parle de foot business, il dit que maintenant ce qui compte sur les joueurs de foot, c'est que la valeur de l'argent et c'est pas la valeur intrinsèque du joueur. Moi, j'aime entendre ça quand même d'un mec qui a été champion du monde et champion d'Europe, qui a tout gagné en club. J'aime entendre dire, moi je me retrouve, ce qu'il dit hier matin dans Téléfoot, je ne me reconnais plus dans ce football. Alors il a beau faire un rétro-pédalage ce matin, c'est quand même intéressant et important. Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi il dit ça, un mec comme ça, qui a fait le tour, qui a joué avec Maradona, enfin qui n'a pas joué avec Maradona à Naples, mais qui était dans la même équipe, qui connaît le football, qui a traversé les époques, c'est qu'il se passe quelque chose et que le football est un peu malade. Donc, c'est intéressant au-delà de sa situation personnelle. Tu as raison, Alex. Je trouve que justement, il faut l'écouter. Bien sûr, mais il apparaît un peu décalé quand même. Du coup, je le trouve encore plus en décalage avec le monde du football. Encore une fois, si le but de son intervention à Téléfoot, c'était de retrouver un club, il apparaît un peu dépassé par le milieu aujourd'hui. Donc, ça m'a l'air vraiment compliqué pour lui maintenant de retrouver un club avec ce type d'intervention, quoi. Et Benjamin, est-ce que tu trouves que c'est pas l'inverse ? Et si c'était le foot qui n'était pas décalé justement, je suis un peu d'accord avec Franck. Moi, je crois que c'est le foot. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ça, il va pas changer le football. Alors, tu sais quoi ? Si, il peut participer à changer de football. Je vais te dire, il y a énormément de choses qui se passent.
je ne vais pas revenir encore là-dessus, mais on va en parler en pas longtemps. Et en France, il y a des projets comme celui de Michel Moulin qui est en train de se mettre en place. Et je peux te dire qu'il veut révolutionner en profondeur le football français. Il sera invité, il viendra dans très peu de temps nous dire quand il aura décidé ou pas, parce que voilà, il décidera à la mi-décembre s'il va à la présidence. Mais pardon, oui, absolument. Et c'est un ami et il a un projet exceptionnel et on n'est pas seul, il y a un collectif derrière incroyable. Et je peux te dire sincèrement, c'est possible. Tu sais, quand on connaît bien le football, le problème c'est que c'est comme en politique. Le football souffre depuis 30 ans d'un déni généralisé, parfois même pire qu'en politique. Je veux te dire, il y a plein de gens qui disent dans le foot, en politique, ouais, j'ai renversé la table. Mais tu sais quoi, à peine changer de nappe et encore. Changer la nappe, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui te disent que c'est pas possible. C'est pas vrai. Le foot, si on commence par en bas, les éducateurs, les territoires, les bénévoles, les petits clubs, tu changes 70% de l'image du foot français. Et quand on voit en plus le bon boulot que fait le foot français depuis des années, la détection de talent et la formation quand même, qui marche plutôt bien quand on voit les équipes de France de jeunes jusqu'à l'équipe majeure, on se dit, il faut vraiment changer en profondeur. Franck, pour revenir à Laurent, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un avenir, par exemple, l'année prochaine à l'OM? Villas-Boas ne va certainement pas rester dans le sud de la France. Est-ce que… Non, arrête. Non. Allez, Alex. Non, mais c'est pour vrai. Ça, ce serait un super plan de retour, ça, dis donc. Mais vous croyez vraiment qu'il va aller à l'OM quand on sait que l'OM ne peut pas acheter de joueurs? Alors, il a beau dire tout ce qu'il veut, mais il ne va pas revenir pour aller dans un club qui n'a pas d'ambition. Et aujourd'hui, l'OM, ce n'est pas pour être désagréable, mais ils n'ont pas d'ambition, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui. Ils ont juste une ambition qui est commerciale, et ça les regarde, de garder la marque, mais ils n'ont pas d'ambition à plus grande échelle. Ils n'ont peut-être pas des grandes ambitions européennes, mais ils ont des ambitions au minimum dans le championnat pour se qualifier. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin? Je vois pas non plus ce que Laurent Blanc irait faire à Marseille, hormis un lien peut-être sentimental dans un club qui n'a ni moyens financiers, ni même l'envergure européenne, je pense qu'il attend. Je vois pas ce qu'il irait faire là-bas, si ce n'est se mettre dans un sacré bordel sans doute, difficile à gérer. Puis bon, il a aussi été entraîneur du PSG, il a un très beau palmarès avec le PSG. Passer entraîneur de l'OM, je ne suis pas sûr que ce soit très bien vu non plus. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie quand même, c'est que c'est un entraîneur, c'est son boulot, c'est son travail, et ça doit lui manquer terriblement le terrain. Donc j'ai le sentiment. En fait, je ne comprends pas quand tu es coach, tu ne veuilles pas retrouver la pelouse, que tu sois là à discuter que des exigences. Mais refais ton travail, refais ta passion d'abord avant de commencer à parler des exigences financières, techniques. Franchement, je ne comprends plus. Je suis un peu perdu sur Laurent Blanc. Il ne faudrait pas aller vers le fantasme. Je crois que probablement que le football lui manque après 4 ans sans avoir entraîné. Mais lui, il ne manque pas tellement au football. Quel est le club qui va rêver de Laurent Blanc? Il y a un problème depuis 10 ans, c'est que le charisme, le caractère des managers a fondamentalement changé en 10 ans. Aujourd'hui, regardez l'entraîneur de Liverpool, c'est Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, c'est l'antithèse de Laurent Blanc. C'est quelqu'un qui va prendre en main un club avec énormément de cœur, avec énormément de charisme, avec énormément d'extraversion. Et le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il a commencé sa carrière, et encore une fois, une carrière assez brillante, entre Bordeaux, l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, je ne dis pas que c'était une voie tracée, mais on faisait confiance à l'icône Laurent Blanc. Là, aujourd'hui, on a envie d'un joueur, on a envie d'un entraîneur qui fasse gagner, ou du moins qui draine avec lui tout un club, tout un peuple, etc. Et je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, Laurent Blanc, dans son caractère, fasse rêver. Mais je soumets ça à votre verdict. C'est pas faux, tu as raison. Après, il a fait rêver. Je pense que c'est déterminant dans le choix des dirigeants, la communication et l'aura médiatique de Laurent. Exactement. C'est vrai. Mais après, il a été bon au PSG. Il a quand même dirigé des stars aussi. Bien sûr. Attends. Et je trouve qu'il a été logé, il a été viré. Je n'ai pas l'impression que c'est l'élément fondamental de décision des dirigeants lorsqu'on choisit un coach à ce niveau-là. Ça rentre certainement dans la réflexion, mais… Au PSG, ce n'est pas l'élément fondamental, on est tous d'accord. Et c'est un peu dommage. Mais dans les vrais clubs européens et les grands clubs européens, quand même, c'est quand même un élément important. Il a raison, Mickaël. Dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est que pour les entraîneurs, c'est comme les joueurs. Il y en a certains qui ont la carte et d'autres qui ne l'ont pas. Regardez Bielsa. Bielsa, il est 14e à Leeds et il va être dans les 4 meilleurs entraîneurs du monde cette année. Alors que Tuchel, il a fait la finale de la Champions League, il n'y est pas. Il y en a qui ont la carte. Il y en a qui ne l'ont pas. Je pense que Laurent Blanc dans… Comment ?
Bravo, Mickaël. Ils n'ont pas les mêmes joueurs. Les amis, ils n'ont pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes championnats. Mais c'est pas un problème de joueur. Mais c'est pas un problème de joueur. On parle pas de joueurs. C'est pas la même méthode. C'est pas la même carrière. Non, mais Mickaël a raison. Il y a des entraîneurs, il y a des entraîneurs et des joueurs, on décrète que c'est génie. D'autres, on décrète que non. Et voilà, après, les images sont collées, les tampons sont posés et c'est fini, on ne bouge plus. Et Laurent Blanc, je pense malheureusement pour lui que le tampon sur lui est posé de coach trop exigeant qui n'arrivera plus à trouver un club. Mais quand vous disiez tout à l'heure qu'il ne fait plus rêver, quand on voit certains clubs de Ligue 1, Saint-Etienne, Dijon qui est en fin fond de classement, même s'ils ont gagné tout à l'heure, ce week-end, c'est largement un club qui peut prendre le projet et construire quelque chose et avoir les mains complètement. Alors, dernier élément pour conclure avec Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc, n'oubliez pas une chose, c'est qu'en carrière de joueur, il est monté très très haut, il est descendu très très bas, et à l'époque de 98, quand il est champion du monde, l'air de rien, il joue avec Auxerre, d'accord ? Et j'ai l'impression que peut-être que pour sa carrière d'entraîneur, ce serait la même chose. Il a peut-être intérêt à aller dans un club peut-être un peu moins huppé, où il serait un petit peu… Exactement. Il est avec l'OM. Il n'est pas en 96. À Auxerre. Pardon. En tout cas, oui, effectivement. Mais il s'est relancé à Auxerre. Il s'est relancé à Auxerre avec Giroud. Peut-être qu'il pourrait être le manager Giroud qu'il a rencontré à l'époque. Donc, c'est un conseil que je lui donne. Voilà. Je suis d'accord. Kevin Morand, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie ce soir, de la diffusion ce soir de la première partie d'un documentaire dont vous êtes le co-réalisateur. Ça s'appelle Bad Boys et ça sera diffusé ce soir donc à 21h au moment de notre propre diffusion sur RMC Sport 1 dans l'émission Transversale. Ce soir, vous partez à la rencontre plutôt de deux bad boys qui ont marqué l'histoire du football, Pascal Nouma et Harald Schumacher. Oui, alors d'abord, je rectifie. Alors, c'est à 21h sur RMC Sport 2, mais c'est à 23h après le match de PL de Première Ligue sur RMC Sport 1. Donc, on peut enchaîner après l'émission, il n'y a pas de souci. Donc, un peu à vrai dire, mais… On va en effet, notamment à Istanbul, sur les traces, et avec Pascal Nouma qui nous a fait visiter un peu sa ville à lui, et aussi avec Harald Schumacher, en effet, ce boucher de Séville 82 pour les Français. Mais on va essayer de comprendre un peu quel personnage il est, quel cheminement il a eu jusqu'à Séville, et surtout aussi après, parce que évidemment en France il a eu une image détestable après cet événement-là, mais en Allemagne aussi ça n'a pas été facile du tout à gérer pour lui. Et puis pour contrebalancer, parce qu'on ne veut pas non plus seulement lui essayer de dire sa version, on a des acteurs de Séville 82, notamment Alain Giresse, qui viennent contrebalancer et répondre à ce que lui aussi, Schumacher, nous a dit. Voilà. Et bien, je vous propose d'écouter un extrait avant de céder la parole à nos camarades, un extrait de ce documentaire Bad Boys, dont la première partie est donc diffusée ce soir. Ouais, ça me parle un peu. Je suis dans un éternel fight. J'enlève mon maillot et en fait, je mets ma main dans mon froc. T'es là, toi. Kevin, qu'est-ce qu'a représenté Pascal Nouma dans le championnat turc ? Vu d'ici, à l'époque, on avait l'impression que c'était une immense star. Oui, alors, Pascal Nouma, en effet, il a finalement peu joué avec Beşiktaş. Il a fait une première saison en 2000-2001 et après, il est revenu après un court passage à Marseille en 2002-2003. Et c'est là où il a fait cette célébration polémique, où il a mis sa main dans son short en mimant un plaisir personnel, on va dire. Et du coup, là, dans le contexte turc à l'époque, on était quelques mois après la prise de pouvoir d'Erdogan, enfin, l'élection d'Erdogan comme Premier ministre à l'époque, voilà, de l'AKP. Donc, c'était un retour des valeurs islamo-conservatrices en Turquie. Évidemment, il y a eu une polémique assez forte là-bas. Il a dû, le club de Beşiktaş a rompu son contrat. Il a dû partir quelque temps. Mais il est revenu parce qu'en fait, il a un peu surfé en fait, sur toutes les contradictions de la société turque et istambouliote particulièrement. Parce qu'ils aiment aussi le show, ils aiment aussi ce genre de personnage-là. Ils se sont bien trouvés en fait, Pascal Nouma à Istanbul, et encore aujourd'hui pour les supporters de Beşiktaş surtout, c'est une icône, c'est un joueur qui fait soulever les foules dans le stade quand il y en a, lorsqu'il est en loge et qui lance des chants. C'est un joueur qui est reconnu dans la rue, qui fait des selfies, qui peut agréger autour de lui un certain nombre de fans. Et puis, c'est aussi grâce aux multiples participations télé qu'il a fait là-bas. Il a fait l'équivalent de Danse avec les stars, de The Voice, de Koh-Lanta Célébrité.
en fait, c'est une vedette, on appellerait ça une vedette ici en France, mais c'est une vedette en Turquie. Il a eu une deuxième carrière finalement après sa carrière de sportif stricto sensu. Voilà. Mais messieurs, Exactement. oui, Kevin, allez-y. Non, c'est ça, il a bien su gérer cette reconversion qui a été un peu écourtée quand même par ce geste polémique. Hein, et sa carrière, elle a été un peu écourtée par ce geste polémique. Et du coup, il a bien surfé là-dessus pour acquérir cette notoriété-là en Turquie. Et aujourd'hui encore, il a une émission de radio quotidienne et puis il continue à faire des shows de temps en temps à la télé. Messieurs, quel souvenir vous gardez de ces bad boys? Alors, il y a aussi, je crois, Paolo Di Canio, dont vous allez faire le portrait. Il y en a encore beaucoup d'autres. Oui. Notamment ce soir aussi, il y a Vinnie Jones qui représente un peu le football des années 80 en Angleterre. Le Crazy Gang de Wimbledon qui faisait un peu tâche dans ce qui était avant la Première Ligue, mais dans la première division anglaise. Et puis il y aura aussi des joueurs d'aujourd'hui comme Diego Costa ou Luis Suarez qui eux aussi ont ce caractère-là, ont cette méchanceté-là sur le terrain et un peu parfois en dehors. Pour certains autres, on en parlera également dans ce documentaire. Messieurs, moi, je voudrais revenir sur Harald Schumacher, notamment pour Benjamin et Alex, qui à l'époque devaient être dans les Langes. C'est très important de reciter le contexte. Ce qui se passe à Séville en demi-finale contre la France, sincèrement, le ressenti du lendemain, c'était pas simplement un ressenti d'un match de football. On avait l'impression que certains Français ressentaient des éléments qui étaient proches de l'époque de l'occupation allemande, avec une espèce d'arrogance face à soi, une violence, une brutalité qui était impunie. Et c'était ça qui était très difficile pour Harald Schumacher. Bon, il s'est avéré qu'il prenait certains produits stupéfiants avant les matchs et que finalement c'était plutôt un bon gars, etc. etc. Et il n'en demeure pas moins que lorsque l'on voit sortir Battiston, dont la main est tenue par Michel Platini, où on ne sait pas trop s'il va s'en sortir, et qu'on voit Harald Schumacher dans son corner en train de mâchouiller son chewing-gum, on a vraiment l'impression qu'on est dans une situation de haine absolue. Et encore une fois, est-ce que vous les aimez, ces bad boys? Est-ce qu'ils font partie aussi de la magie de ce qui nous accroche devant nos écrans? Bien sûr. Moi, je suis très impressionné de voir votre documentaire, Kevin, voir votre série documentaire, parce que c'est des joueurs qu'on adore détester, en fait. On aimerait tellement qu'ils soient dans notre équipe de temps en temps et qui défendent notre… Moi, j'ai des souvenirs d'Eric Cantona. Alors, c'est pas au même niveau, peut-être, mais moi, j'avais un poster qui était immense dans ma chambre d'Eric Cantona. J'adorais ce mec. Il était provocateur au possible. Comme personne, et on aimait qu'il provoque, on aimait qu'il vienne nous chercher en Angleterre, alors qu'ils jouent en Angleterre, nous les Français. Donc oui, on adore ces joueurs, on adore les détester, ces joueurs. Alors, si je peux me permettre, on adore ces joueurs, et bon, Cantona, n'en parlons pas. Schumacher, c'est autre chose. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 arrêts cardiaques quand même sur le terrain. Un sur le terrain, un autre dans les vestiaires de la part de Battiston, et que je peux dire, comme Michel Hidalgo me raconte cette histoire, enfin me racontait parce qu'il n'est plus là, il avait toujours les larmes. Donc, encore une fois, il y a des bad boys, et on aime bien les bad boys. Cantona, exceptionnel. Costa, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un joueur comme ça dans mon équipe, parce que le mec, c'est terrible. Suarez, je suis désolé, c'est pas un bad boy, c'est juste, moi, c'est un de mes joueurs cultes. Moi, je mettrais n'importe quoi pour avoir ce joueur-là, parce que même avec les 2 jambes dans le plâtre, il continue à courir. J'ai jamais vu ça. Schumacher, c'est autre chose. Schumacher, c'est comme l'a dit Mickaël, il n'était pas dans son état normal, il ne se rappelle plus de rien d'ailleurs, faut le savoir. Hein. Il a vu, en fait, en regardant les images, mais il n'avait plus aucun souvenir, comme Rummenigge, comme Hans-Peter Briegel, qui rentre alors qu'il avait les 2 mollets dans le plâtre, et comme par hasard. Donc vous voyez bien, il n'y a pas que Maradona qui prenait les produits. Hein. Bien entendu. Bon, de toute façon, je pense que d'ailleurs, il était testé sur Maradona pour l'équipe d'Allemagne après. Et Harald Schumacher, attention, Schumacher, il a été pour moi quelqu'un qui a eu un rôle politique, je dirais, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure. C'est qu'on a vécu ce drame du complexe français par rapport à l'Allemagne. On s'est dit qu'on ne pourrait jamais débattre. On s'est dit que même à la régulière, 3-1, on ne peut pas remonter 3-1. Mais se faire remonter comme ça, avec un acte de brutalité, d'agression qui méritait d'aller en tôle. C'est pas seulement carton rouge qu'il méritait. Il méritait d'aller en tôle. Quand on regarde les images, il est impensable, même à l'époque où il n'y avait pas d'arbitrage vidéo, il est impensable que la FIFA n'ait pas sanctionné à vie Harald Schumacher, je le dis, à vie. Et encore aujourd'hui, je le dis encore plus fort. C'est impensable qu'on ait laissé ce joueur rentrer sur un terrain de foot après cette histoire. Il a eu beau s'excuser, etc. Il a failli le tuer. Il faut juste savoir ça, on a eu beaucoup de chance. Merci beaucoup, Kevin Morand. Un dernier mot peut-être? Vous voulez réagir à ce qu'a dit Franck? Sur Harald, oui, ce serait bien.
Non, mais en effet, ces bad boys, ce sont ces personnages-là qui font partie d'un match de foot. Comme dans des films, il y a un méchant. Dans un match de foot, il y a aussi un méchant le plus souvent. Et sur Schumacher, en effet, il a reconnu d'ailleurs dans un livre quelques temps après Séville 82 qu'il était dopé, qu'il y avait un dopage institutionnalisé dans l'équipe allemande. Et puis, c'est ça aussi qui va encore aggraver ses problèmes en Allemagne, parce qu'on l'a accusé d'avoir remis en cause le contexte à l'époque de réconciliation franco-allemande. On était en 82, voilà, c'était à ce moment-là. Et en effet, ça lui a causé pas mal de tort. Il a dû même partir en Turquie, lui aussi d'ailleurs, pour quelques temps. Voilà. Merci beaucoup, Kevin Morand, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle merci à vous. La première partie de votre documentaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ah, d'accord. On l'écoutera. On verra le documentaire. La première partie sera diffusée ce soir dans l'émission Transversale sur RMC Sport 2 puis RMC Sport 1 à partir de 23h. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Messieurs, il nous reste à peine 2 minutes. Exceptionnellement, nous allons zapper vos coups de cœur et vos coups de gueule pour le quiz traditionnel de cette émission, quiz spécial Diego Maradona. Messieurs, ça démarre tout de suite. Kevin est parti. Dans quel club argentin, messieurs, Maradona a-t-il démarré sa carrière de footballeur professionnel? C'est Los Libertadores. Non, c'est les juniors. C'est pas Boca Juniors. Non, c'est pas Argentino Junior. Bonne réponse de Alex. À quel âge? C'est pas 15 ans, 16 ans, je sais pas. 15 ans, c'est 15 ans. 15 ans. 2 points pour Alex qui prend le large. Il obtient sa première sélection à l'âge de 16 ans. Bonne réponse de Mickaël, 16 ans contre la Hongrie en février 1977. Combien de buts au total avec la sélection argentine pour Diego? Absolument. Benjamin, il faut te réveiller. 54. Non, moins que ça. 40. Moins que ça aussi. Étonnamment, moins que ça. 30. 34. 34. Okay. Comment s'appelle le gardien de l'équipe de la sélection anglaise contre Goicoechea. Non. Ah, pour laquelle il marque son fameux doublé en 86. Lineker. Pardon, Benjamin? Lineker. Non, le gardien de but. Ah oui, non, pardon. Shearer, non? Enfin, ça commence pareil, mais Shearer, c'était à Blackburn. Non, c'est pas Shearer, c'est Shields. Shilton. Shilton. À combien de Coupes du Monde Maradona a-t-il participé? 3. 4. 94. 82, 86, 90, 94. Dont il a été expulsé. Contre quelle équipe marque-t-il son seul but lors de cette Coupe du Monde 94 Grèce, contre la Grèce. La Grèce, bravo. Mickaël égalise 2 partout. Lequel de ces trophées n'a-t-il pas remporté? Je vous en donne 4. La Coupe du Monde, la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ouais. La Ligue des Champions. Je l'ai dit avant. Les clubs champions. En quelle année rejoint-il le FC Séville? 96. Non, c'est avant la Coupe du Monde 94. 93. 92 ou 93. 92. C'est un demi-point. Et quel est le dernier club qu'il a entraîné? Ah, c'est le club mexicain, là. Mexique, au Mexique. Tijuana. Presque. Gimnasia La Plata. Je crois que c'est un match nul entre Alex et Mickaël. Merci à tous. Classico, c'est déjà fini. On se quitte en musique avec la Mano de Dios du chanteur argentin Rodrigo. On se retrouve lundi prochain à 21h pour un nouveau Classico. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site. Et Juste un mot pour Dominici, parce qu'on a parlé beaucoup de Maradona, on n'a pas parlé de Christophe Dominici, qu'on aime beaucoup aussi dans l'équipe. Le Maradona du rugby. Hein. Voilà. C'est bien de lui rendre hommage aussi avant de terminer cette émission. Vous pouvez également retrouver Classico en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Messieurs, à la semaine prochaine.